Et avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci. Bonjour à tous donc et bienvenue dans ce premier live où je vais détailler la correction de l'évaluation sommative numéro 4 que vous avez eu donc le 13 décembre 2023. C'est une sommative donc, qui a été constituée de 3 exercices. L'exercice 1 que vous connaissiez déjà puisque c'était un exercice qui était tiré de la formative 4 tel quel. Donc je ne reviendrai pas forcément de cet exercice-là, je vais plutôt revenir sur les erreurs que j'ai vues, les erreurs les plus récurrentes que j'ai pu voir. Et ensuite, je m'attarderai peut-être davantage sur la correction des exercices 2 et 3. Alors, pour l'exercice 1, donc ce qu'on pouvait dire de l'exercice 1 sur la partie A, souvent, une des erreurs que j'ai le plus vue, c'est l'oubli du 2 qui est ici au dénominateur. Voilà. L'oubli du 2 au dénominateur ici. Souvent, vous avez dérivé le racine de U en 1 sur racine de U, alors qu'il faut bien mettre 1 sur 2 racine de U. Alors, il y en a peut-être qui ont retravaillé le corrigé de la formative 4 et qui sont dit là au dénominateur, il manquait un 2. Alors pourquoi moi j'ai un 2 ici? Parce qu'en fait ce 2 là en fait va se simplifier simplement avec le 2 qui est ici. D'accord? Et donc du coup, après mise au même dénominateur, vous retrouvez bien cette expression là. D'accord? Voilà. Pour la question 2, donc la question 2 c'est pareil. Ça a été, quand c'est bien fait, ça a été bien fait. Quand ça a été mal fait, par contre, ça a été très mal fait. Fallait bien prouver qu'il y avait une équivalence, c'est-à-dire qu'ici, il fallait bien prouver que si le numérateur était positif, alors il fallait bien prouver que le numérateur était positif quand on avait x supérieur à moins 3 quarts, et que si x était supérieur à moins 3 quarts, alors le numérateur était positif. Comme x était strictement positif, et que le numérateur est bien strictement positif quand x est strictement supérieur à moins 3 quarts, ça veut dire que pour tous les réels positifs, votre numérateur est également positif. Comme le dénominateur est clairement positif puisque c'est une racine carrée, d'accord, eh bien vous avez un quotient ici, d'accord, vous avez un quotient ici de deux nombres positifs, donc votre dérivée g' est positive et donc la fonction g, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, on vous demandait de calculer g de 0 et d'en déduire le signe de g. Donc le g de 0, ça faisait 2 fois 0 plus 2 moins 2 racine de 1 plus 0, ce qui faisait 0, puisqu'en fait ça faisait 0 plus 2 moins 2 fois racine de 1 plus 0, ça fait racine de 1, c'est-à-dire 1, et 2 moins 2 fait 0, d'accord? Donc g est minimum 0 sur 0 et l'infini, donc g de x est positif ou nul sur 0 plus l'infini. Alors ça c'était important à garder pour la suite, puisqu'on allait en avoir besoin dans la partie B. L'étude de la composée, alors pareil, on vous demandait de démontrer que f était défini si et seulement si x était strictement positif. Donc c'est un peu le même argument qu'il y avait dans la question 2 de la partie A, c'est-à-dire qu'en fait il fallait simplement dire que comme ln de n'importe quoi c'est défini que si ce n'importe quoi est strictement positif, il fallait résoudre l'inéquation racine de x plus 1 moins 1 strictement positif. Donc quand on résolvait l'inéquation, on pouvait la résoudre par équivalence, il n'y avait pas de problème ici. Alors pourquoi on pouvait la résoudre par équivalence sans problème ici? C'est parce qu'en fait, la fonction carré est strictement croissante sur les nombres positifs, d'accord? Donc quand vous allez appliquer en fait ici le carré de chaque côté, eh bien comme vous êtes sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque vous avez un réel qui est plus grand que 1, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction carré est croissante, donc il n'y a pas l'autre côté à considérer, c'est-à-dire si racine de x plus 1 est inférieure à moins 1, c'est un cas qu'on s'en fiche, puisque racine de x plus 1 est bien strictement positif. Donc du coup on a x plus 1 strictement supérieur à 1, donc si et seulement si x est strictement positif, là on a bien l'équivalence. Le fait que f soit dérivable, ben là c'était simplement, il fallait dire qu'elle était composée de fonctions dérivables sur cet intervalle, et on vous demandait après d'exhiber deux fonctions u et v telles que f s'écrivent comme la composée de u et v. Et en fait les deux fonctions u et v qui entrent en jeu, c'est la fonction u telle que u de x vaut ln de x,
et la fonction v telle que v de x égale racine de x plus 1 moins 1, et donc f s'écrit bien u rond v dans ces conditions grâce au schéma de composition qu'on peut voir ici qui est détaillé. Pour la question 3b, donc c'était le calcul de la dérivée, donc on faisait f', la forme de f était de la forme ln de v, v c'était racine de x plus 1 moins 1, et donc v' c'était 1 sur 2 racines de x plus 1, donc f' c'est v' sur v. Donc on faisait 1 sur 2 racines de x plus 1, le tout sur racine de x plus 1 moins 1. En fait, on écrivait en gros, hein, pour la faire courte, on écrivait ça sur 1, on multipliait par l'inverse, donc on se retrouve avec 1 sur 2 racines de x plus 1 fois 1 sur racine de x plus 1 moins 1, donc c'est le dénominateur qu'on obtient ici. Et donc du coup, en développant cette quantité ici et ici, on se retrouve avec ce dénominateur là qui est en fait l'expression de g de x, qui est la fonction qu'on avait étudiée dans la partie A. D'après la partie A, si x était strictement positif, bien g de x était également strictement positif, donc en fait f' est l'inverse d'un nombre strictement positif, donc il est strictement positif, puisque la fonction inverse est strictement positive quand x est strictement positif. Donc f' est strictement positif et donc f est croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Le calcul de l'équation de la tangente, ça a été assez bien fait, donc je ne reviendrai pas dessus en détail. Là, moi, j'ai choisi de le présenter tel quel, c'est-à-dire que là, on fait le calcul de f' de 3 ici, là, le calcul de f de 3 ici. Alors, il n'y a pas de problème de le présenter, ces calculs à part, et ensuite de remplacer les valeurs de f' de 3, pardon, de f de 3 et de f' de 3 qu'on calcule à ces endroits-là, d'accord? Donc après, ça c'est juste une question de présentation. La courbe C qui est ici, ça c'est une question qui généralement rapporte des points faciles. Là c'était juste sur la compétence représentée, mais même le jour du bac, vous aurez une courbe à tracer, c'est facile 0,5 à se mettre dans la poche. Par contre, il faut faire ça bien, c'est-à-dire que quand on dit bien, il faut bien faire attention. Déjà, vous avez votre tangente en 3. Donc parfois, moi j'ai eu des courbes qui faisaient ça, hein, très clairement. Hop. Donc là, on voit très bien que c'est pas tangent en 3. D'accord. J'ai eu des courbes qui faisaient des trucs un peu bizarres aussi, ou qui étaient croissantes, puis décroissantes comme ça. Alors non, attention, hein, f est croissante, d'accord. Il y a bien le point de tangence en 3, donc il faut faire attention à tout ça, d'accord. Donc c'est pas une question compliquée de tracer une courbe, de tracer une tangente, mais encore faut-il le faire correctement et bien avoir déjà les bonnes variations pour la fonction f et pardon, et la bonne tangente aussi, c'est-à-dire bien vérifier que votre coefficient directeur correspond à ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est-à-dire que là si vous partez de 3, voilà, si vous partez de 3, vous voulez un coefficient directeur de 1 quart, ça veut dire que quand vous montez de 1, vous vous décalez de 4, donc vous avez un deuxième point ici, et il faut faire attention aussi que l'ordonnée à l'origine soit bien négative, alors à défaut que ce soit très précis, vous faites ça un peu à main levée, mais en tout cas qu'il faut bien qu'il y ait la cohérence, c'est-à-dire qu'on aurait une tangente qui couperait là entre 0 et 1, on aurait un problème aussi, d'accord? Voilà pour cet exercice 1. Alors, pour l'exercice 2, l'exercice 2 était un exercice de vrai-faux. L'exercice de vrai-faux est à la fois un exercice facile et un exercice difficile. Alors pourquoi facile? Il paraît facile, c'est assez tentant de commencer par celui-là d'ailleurs. Quand je dis vrai-faux, ça peut être QCM, avec ou sans justification. On a souvent envie de commencer par ces exercices-là parce qu'on se dit, bon bah voilà, quand c'est sans justification, à la limite on met des réponses au hasard, etc. Mais en fait non, parce que c'est un exercice qui peut être tentant parce que ça peut paraître être des points faciles à gagner, mais pour qu'il soit facile à gagner, il faut quand même être assez vigilant. Alors, moi je préfère la version vrai-faux parce que ça vous pousse un petit peu à argumenter et en fait ça vous mène vers le travail qu'il faut faire en fait quand vous faites un QCM. C'est-à-dire que en gros ce que vous faites là, ce qui est présenté dans le corrigé, c'est un peu ce qu'on doit faire au brouillon si vous voulez, quand on ne justifie pas sur la copie, mais néanmoins il faut quand même avoir un argument ou savoir pourquoi on va mettre vrai, pourquoi on va mettre faux, pourquoi on choisit telle réponse. Alors la première question c'était, on vous donnait 2 points MT et NT.
Donc MT avait pour coordonnées, je reprends le sujet sous les yeux, MT avait pour coordonnées T1 moins T 2 plus T, et NT avait pour coordonnées moins 2 3 plus T 1 moins T. Et on vous demandait, et on vous donnait l'affirmation suivante: la distance MT-NT atteint un minimum en T égale 8 neuvième. Alors, la réponse était faux. Pourquoi c'est faux? Alors, il y en a qui ont fait des choses très intéressantes. C'est-à-dire, par exemple, ils ont calculé pour la distance MT-NT pour T égale 8 neuvième. Et en fait, ils ont trouvé un résultat. Et après, ils ont dit, on va prendre une autre valeur. Ils ont pris 7 neuvième, par exemple. Et en fait, ils ont remarqué que la distance MT-NT pour T égale 7 neuvième était inférieure à la distance MT-NT pour T égale 8 neuvième. Donc, conclusion, en 8 neuvième, on ne peut pas atteindre un minimum, parce que si on atteint un minimum, ça veut dire qu'il n'existe pas de valeur de T qui vous donne une distance plus petite que pour T égale 8 neuvième. Donc, si vous en trouvez une de valeur de T qui vous donne une distance plus petite que pour T égale 8 neuvième, et bien effectivement, en 8 neuvième, on n'a pas de minimum. L'argument qu'on était plutôt en... Alors, c'est très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. L'argument qu'on était peut-être plus en... que moi j'attendais plus personnellement, c'est celui que je vous présente assez régulièrement. C'est-à-dire qu'on calcule la distance MT-NT, et là il y a eu pas mal d'erreurs de calcul. Donc je vais détailler ce calcul-là dans une page à part. Donc la distance MT-NT. Alors, c'est racine carrée de... Et on prend chaque coordonnée de n moins la même coordonnée de m au carré. D'accord? Donc, ce qui fait pour la première, moins 2, moins t au carré. Ça, c'est pour xnt moins xmt. Plus ynt moins ymt. Donc, 3 pardon, excusez-moi, hop, je vais refaire mon 3. Donc, 3 plus t, moins, et là, ça a été le drame, parce qu'en fait, il y a eu l'oubli des parenthèses. Je vous rappelle que quand vous enlevez, quand vous retranchez, quand vous faites la soustraction de deux quantités, il faut que la deuxième quantité aille entre parenthèses. Parce qu'en fait, là, le fait d'avoir oublié les parenthèses, ça a fait que ça vous a fait plus t moins t. Et donc, vous vous retrouvez avec une constante. Or, en fait, si vous mettez les parenthèses, ce qui est la bonne chose à faire, vous vous retrouvez avec 3 moins 1, 2, t moins moins t, plus 2t. Et là, en fait, on se retrouvait avec la bonne expression. Et pareil, pour znt moins zmt, ça a été le même problème. Donc, ça faisait 1 moins t, moins, entre parenthèses, 2 2 plus t et au carré, pardon, et évidemment on prend la racine carrée de tout ça. Donc, ce qui fait. Alors attention, pareil, maintenant on va développer un truc du type là a moins b au carré. Donc attention, ça ne fait pas a carré moins b carré ou a carré plus b carré. Là il y a un double produit. Donc ça fait moins 2 au carré 4, moins 2 fois t, donc plus 2 pardon, fois moins 2 fois t, donc 4t, plus moins t au carré, c'est-à-dire t carré. Et d'ailleurs, ça me fait remarquer que je peux enlever ma parenthèse ici. Ensuite, idem, hein, là ça fait 3 moins 1, 2, t plus t, 2t, donc ça fait 2 plus 2t au carré, c'est-à-dire 4, plus 2 fois 2t, donc 8t, plus 2t carré, c'est-à-dire 4t, 2t le tout au carré, pardon, ce qui fait 4t carré. Et pareil pour la dernière expression, donc on a 1 moins 2 moins 1, moins t moins 2t, donc moins 1 moins 2t au carré, donc ça fait 1, moins 1 au carré, ça fait 1, moins 2 fois moins 1 fois t, donc plus 2t, et plus moins 2t au carré, c'est-à-dire 4t carré. Voilà.
donc si je réduis tout ça, donc en t carré, j'ai t carré plus 4t carré plus 4t carré, ce qui fait 9t carré. En t, j'ai 4t plus 8t plus 2t, ce qui fait... Oh, attendez, là, je me suis trompé. C'est moins 1 moins 2t, donc moins 2 fois moins 1 fois 2t, donc 4t, plus 4t. Excusez-moi, une petite erreur de calcul. Donc ça fait 4 et 8 et 4, donc ça fait 16, plus 16t. Et en termes constants, j'ai 4 plus 4 plus 1, donc plus 9. Voilà. Et donc MTNT, là je reviens sur le corrigé. Donc MTNT vaut ça, du coup, c'est ce qu'on vient de calculer. Et MTNT comme MTNT carré, c'est-à-dire la distance au carré, atteint bien un minimum, parce que le carré est un polynôme du second degré de coefficient dominant positif, donc vous savez que ça atteint un minimum. Et le minimum, il est atteint en moins b sur 2a, donc quand vous faites le calcul, ça fait moins 16 sur 2 fois 9 en moins 8 neuvième, et ce moins 8 neuvième est différent de 8 neuvième, donc l'affirmation était bien fausse. La 2, vous avez automatiquement eu 2 points, puisqu'en fait, je me suis un peu emmêlé les pinceaux quand j'ai fait le sujet, quand j'ai tapé le corrigé, en fait, ça n'a pas matché. Mais en gros, ce qui est marqué dans le corrigé est faux. Donc d'ailleurs, je le raye ici, vous le rayerez quand vous l'aurez en version papier. Voilà, mais en gros, ça, c'est faux, d'accord. Il n'y avait pas, en fait, de valeur. Mais comme ce que j'avais mis dans l'énoncé à la base était... bon, et que je l'avais modifié en cours de devoir, ce qui faisait en fait qu'on croyait que c'était vrai, mais en fait c'était faux. Bref, ça crée un micmac un petit peu difficile à comprendre, donc j'ai préféré complètement retirer la question. La question 3, on vous disait dans la question 3, on a dans un cube ABCDEFGH de côté 1, on se place dans le repère orthonormé A, AB, AD, AE, et on vous donne les vecteurs U, AB moins 2AD plus AE et V 3AB plus AD plus AE, et on vous demandait de prouver qu'ils étaient orthogonaux. Alors si U c'est AB moins 2AD plus AE, ça veut dire que les composantes de U c'est 1 moins 2, 1. Voilà, les composantes de U c'est 1 moins 2, 1. Les composantes de V, 3, 1, 1. Et donc si vous faites le produit scalaire des deux, vous obtenez 2. Et ce nombre est différent de 0. Donc les vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc l'affirmation est fausse. Pour la question 4, et après je reviendrai sur la question 1 parce que j'ai oublié de vous faire une petite remarque dessus. La question 4 était une question qui n'était pas facile en soi, là-dessus je l'admets. On vous demandait en gros le point, on se place dans le même cube que la question 3 et on considère le point MX de coordonnées XXX, un point quelconque du segment AG. On vous dit le point MX0 rendant la distance EMX minimale et le milieu de AG. Alors en fait c'était un peu un mix de la question 1 avec une recherche de milieu. Donc en fait on calculait déjà la distance EMX. Alors E c'est le point de coordonnées 0, 0, 1 dans le repère A, AB, AD, AE. Et MX c'est XXX. Donc quand on faisait le calcul on obtenait racine de moins x carré plus moins x carré. EMX ça fait racine de moins x carré plus 1 moins x carré. Puisque ça fait 0 moins x au carré, donc moins x carré, 0 moins x au carré, donc moins x carré, et 1 moins x, le tout au carré. Donc quand on développe, ça, ici, ça fait 1 moins 2x plus x carré, ça fait x carré, ça fait x carré, donc on a 3x carré, moins 2x plus 1, d'accord. Et EMX, comme EMX carré, atteint un minimum en moins 2 sur 2 fois 3, et donc après réduction, on obtient 1 tiers. Donc le point MX0 qui rend la distance EMX minimale, c'est le point de coordonnées 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Le milieu de AG, lui, eh bien c'est XA plus XG au carré. Et G, c'est le point de coordonnées 1, 1, 1. A, c'est l'origine du repère, donc c'est le point de coordonnées 0, 0, 0. Donc en gros, ça fait 0 plus 1 sur 2. Pareil pour Y, 0 plus 1 sur 2. Et pareil pour Z, 0 plus 1 sur 2. Donc ce qui fait 1,5, 1,5, 1,5. Et ce n'est pas le point MX0. Donc l'affirmation était encore fausse. Pour la question 5. Pour la question 5, on vous disait, dans une entreprise, on sélectionne parmi 16 employés, 4 personnes qui sont désignées responsables d'équipe. Ensuite, parmi cet ensemble de 16 salariés, on constitue des équipes de 4 personnes.
On vous dit la probabilité d'avoir une équipe constituée d'un seul chef d'équipe exactement est inférieure à 0,15. Alors cette probabilité se calcule à l'aide de la formule de Lagrange, qu'on rappelle ici, qui est nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Il faut maintenant dénombrer le nombre des cas favorables et le nombre de cas possibles. Alors on y va pour le nombre de cas possibles, qui est très facile. C'est le nombre de tirages simultanés de 4 salariés parmi les 16. Donc quand on dit exactement en français 4 parmi 16, eh bien c'est exactement ce nombre-là qu'on calcule, d'accord? Donc le coefficient binomial 4, 16, d'accord, ou C, 16, 4, d'accord, et il vaut 1820. Le nombre de cas favorables, lui, c'était un peu plus coton, mais en fait, pas vraiment, puisqu'en fait, il suffisait simplement de représenter cet ensemble. Et en fait, cet ensemble, on peut facilement le représenter à l'aide d'une urne. Alors, à quoi ressemble cette urne? Elle ressemble à ça. Donc, dedans, on a 16 salariés, on a 4 chefs et 12 non-chefs. Donc, quand on veut constituer une équipe de 4 avec un chef d'équipe exactement, ben, on doit en choisir un parmi les 4. Mais vu qu'on en a choisi un et qu'on veut en prendre 4 parmi tout le monde, ben, il suffit d'en prendre 3 parmi les non-chefs. Donc 3 parmi 12. Et on fait bien une multiplication parce qu'on en prend 1 parmi les 4 et 3 parmi les 12. D'accord? Donc en fait, le nombre de cas favorables, c'était 1 parmi 4 fois 3 parmi 12, qui vaut 880. Donc la probabilité cherchée vaut 880 divisé par 1820, qui vaut à peu près 0,484, qui est bien supérieur strictement à 0,15. Donc l'affirmation était fausse. Pour l'exercice 3. Alors cet exercice 3 ne vous a pas vraiment plu dans l'ensemble, et pourtant il n'était pas très difficile. Alors je vais essayer de détailler de la meilleure façon possible. Alors dans la partie A, on vous disait, on replace dans le contexte, on avait une urne qui contient 4 boules rouges et une boule blanche. Et on tire simultanément 2 boules de l'urne. Je vous l'avais dit pendant le devoir, dès que vous voyez le mot simultanément, vous êtes sur un dénombrement de parties, donc vous calculez des combinaisons. D'accord? Ça là-dessus, il n'y a absolument aucune ambiguïté. D'accord? Vous pouvez aller revoir le tableau récapitulatif à la fin du chapitre 7. C'est exactement ce que ça dit, d'accord? Tirage simultané, combinaison. Donc là, en gros, il y en a beaucoup qui m'ont calculé des arrangements, etc. C'était pas du tout ce qu'il y avait à faire, ok? Alors, absolument pas. Voilà. Pour la partie A, donc on vous demandait de dénombrer quelques issues particulières. Donc, dénombrer le nombre de tirages comportant exactement 2 boules rouges. Alors, il y en a qui m'ont fait ça très bien. Ils m'ont dit, dans mon urne, j'ai R1, R2, R3, R4 et B. Alors, R1, R2, R3, R4, c'est mes 4 boules rouges et B, c'est ma boule blanche. Combien j'ai de façons de faire des tirages avec 2 boules rouges? Ben, soit je pioche R1, R2, R1, R3, R1, R4. Alors, je peux aussi piocher R2 et R3. Pourquoi je ne compte pas R2, R2? Parce que je ne peux pas tirer 2 fois la même boule. D'accord? Et pourquoi je ne dénombre pas R2, R1? Parce que j'ai déjà dénombré R1, R2. Vu que les tirages sont simultanés, que je pioche R1, R2 ou R2, R1, c'est la même chose. Donc ensuite, il me reste R2, R4. Et enfin, j'ai R3 et R4. Donc du coup, en gros, j'ai 6 cas favorables. Alors moi, je suis allé plus loin dans le corrigé, j'ai carrément calculé la probabilité d'avoir 2 boules rouges. Mais c'est pareil, l'idée c'est de se dire, voilà, dans cette urne-là, je veux tirer 2 boules rouges parmi les 4, 0 parmi la boule blanche, et je divise par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire de piocher 2 boules là-dedans. Donc 2 parmi 5. Et en fait, quand on fait le calcul de la proba, on obtient 0,6, sinon c'est 6 cas favorables. Pour la question de vous demander de déterminer le nombre de tirages comportant au moins une boule rouge, ben en fait, quand vous tirez 2 boules, vu qu'il n'y a qu'une boule blanche, il y a forcément au moins une boule rouge. Donc en fait, c'était l'événement certain de probabilité 1. Voilà. Donc en fait, le nombre de cas favorables, c'était... alors, on pouvait le calculer de cette façon-là. Soit on pioche une boule rouge et une boule blanche, ou on piochait 2 boules rouges
et 0 boule blanche. Donc ça faisait 10. Voilà. 10 cas favorables. On vous disait en note P la probabilité d'obtenir un tirage comportant la boule blanche. Calculer P, on fera apparaître les étapes de calcul. Alors P, c'était piocher la boule blanche. Donc on est obligé de choisir cette boule blanche. Donc on a 1 parmi 1. Il nous reste une boule rouge à choisir parmi les 4. Donc ça c'est le nombre de cas favorables. 1 parmi 4 fois 1 parmi 1, ce qui nous donne 4. Et on divise par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire de tirer 2 boules dans cette urne-là. Et donc c'est d'en prendre 2 parmi 5, c'est-à-dire 10. Donc en fait la probabilité d'obtenir la boule blanche c'était 0,4. On pouvait procéder aussi en remarquant que les issues possibles sont soit avoir 2 boules rouges, c'est ce que je viens de dire pour la question 2, soit avoir une boule rouge et une boule blanche. L'événement considéré dans la question 3 est donc l'événement contraire à celui dont on a calculé la probabilité à la question 1. Et comme on avait calculé 0,6 de probabilité, ben du coup on se retrouve avec 0,4 de probabilité puisque ce sont des événements contraires. Pour la partie B. Donc la partie B, on considérait cette fois-ci 3 expériences identiques à celles décrites au début de l'exercice, c'est-à-dire que on pioche simultanément 2 boules de l'urne. D'accord ? Comme les expériences sont identiques, ça veut dire qu'entre les tirages, en fait, on va remettre les boules dans l'urne. D'accord ? Donc il y a remise. Ce qu'on appellera succès, c'est une expérience qui contient la boule blanche. Alors là, il y a eu beaucoup de confusion. La première question a été assez bien faite. En gros, justifier que x1, x2, x3 sont indépendantes et de même loi. Donc en gros, il fallait simplement dire que x1 représentait le tirage 1, x2 le tirage 2, x3 le tirage 3, qui sont faits dans les mêmes conditions, car il y a remise, d'accord ? Et alors pourquoi il y a remise ? C'est ce que je viens de dire. Vu qu'ils sont faits dans les mêmes conditions, c'est que forcément on remet les boules dedans, puisqu'on ne change pas l'urne d'un tirage sur l'autre. Et ce qui garantit la même loi, et sont indépendantes car le résultat d'un tirage n'influe pas a priori sur les autres. Il y en a qui ont aussi utilisé le fait qu'il y avait du coup remise, donc indépendance, et ça, il n'y a pas de problème là-dessus, bien sûr. Pour la question D, déterminer la loi de probabilité de x1. Alors, x1, on pioche 2 boules, et ça a été le gros problème, parce qu'en fait, beaucoup là m'ont mis, pour ceux qui n'avaient pas trop fait mal, 1 et 10. C'est-à-dire, en gros, soit je pioche une boule rouge, soit je pioche une boule blanche. C'est-à-dire soit j'ai un échec, soit j'ai un succès. Le problème, c'est que l'échec, c'était 2 boules rouges. Donc en fait, c'était pas 1, mais 2. Et le succès, c'était pas 10, mais 11. Parce que du coup, on pioche la boule blanche et une boule rouge. Donc 10 plus 1, 11. Et avec les probabilités qu'on avait calculées dans la partie A, c'est-à-dire 2 boules rouges, 0,6, 2 boules blanches, 0,4. Quand on faisait le calcul de l'espérance, eh bien, on trouvait 2 fois 0,6 plus 11 fois 0,4, ce qui donnait 5,6, et la variance qui était donc probabilité de 2 facteur de 2 moins l'espérance au carré, plus probabilité de 11 fois 11 moins l'espérance au carré, on faisait le calcul, ça donnait 19,44. Pour la question 3, une fois que ça a été fait, et d'ailleurs quand ça s'était fait, généralement, vu que les valeurs étaient données pour la question 3, il y en a, je pense, qui se sont dit, cette valeur-là, ça doit être 3 fois l'espérance de la question précédente, cette valeur-là, ça doit être 3 fois la variance de la question précédente, donc je vais tenter de trafiquer là, parce que je n'ai pas le bon tableau ici, je trafique, je vais mettre 5,6, 19,44, évidemment, vous vous en doutez que ce n'est pas passé quand c'était le cas. Pour l'espérance, du coup l'espérance de y c'est l'espérance de x1 plus x2 plus x3. Donc l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus l'espérance de x3, parce que dans le cas de variables indépendantes, l'espérance est linéaire, et donc comme x1, x2, x3 étaient indépendantes et de même loi, eh bien e de x1 plus e de x2 plus e de x3, c'était e de x1 plus e de x1 plus e de x1, c'est-à-dire 3e de x1, c'est-à-dire 3 fois 5, 6, donc 16, 8, et même raisonnement pour la variance de y, on trouvait 3 fois 19, 44, c'est-à-dire 58, 32. Pour la question 4, on vous disait, Apolline déclare qu'on a moins d'une chance sur 2 d'obtenir au moins 2 succès sur les 3 parties. Que peut-on en penser ? Eh bien, obtenir au moins 2 succès, c'est en obtenir 2 ou 3. Il y a 3 façons d'ordonner 2 succès dans une liste de 3 expériences, d'accord, typographiquement, soit échec puis succès,
soit succès puis échec puis succès, soit succès puis échec. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que soit à la première partie on a un échec, puis après on a deux succès, soit à la première partie on a un succès, puis à la deuxième un échec, puis à la troisième un succès, soit à la première un succès, à la deuxième un succès, à la troisième un échec. Donc c'est les trois seules façons d'ordonner un échec sur trois expériences, ou deux succès sur trois expériences. Et en fait, quand on regarde, eh bien, la probabilité d'un échec, c'est 0,6. La probabilité d'un succès, c'est 0,4. Et la probabilité d'un autre succès, ben, c'est 0,4. Vu qu'on multiplie toutes ces probas entre elles, d'accord, je vais vous le détailler sur un arbre après, eh bien, on a 3 fois cette probabilité-là. Donc, en fait, la probabilité d'avoir exactement 2 succès, c'était ça. Et la probabilité d'en avoir 3, mais il n'y avait qu'une seule façon d'ordonner 3 succès, ben, c'était de faire succès, succès, succès. Donc, 0,4, 0,4, 0,4. Quand on faisait la somme des deux probas, on trouvait 0,352 qui était clairement inférieur à 0,5. Donc, Apolline avait bien raison. Voilà ce qu'on pouvait en dire.